Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Quai des Savoirs. Et si on mangeait tous bio et local? Ben oui, c'est peut-être ça la solution à toutes les angoisses qu'on a qui sont liées à l'alimentation. Parce que c'est plutôt rassurant de manger ce qui est produit juste à côté de chez soi, surtout si c'est produit de façon bio, non? Small is beautiful, une économie à l'échelle de l'homme, loin des images parfois effrayantes des gigafermes industrielles, d'élevage et d'une agriculture qui est fondée sur la chimie et les pesticides. Et l'on se prend à rêver, pourquoi pas, d'une agriculture urbaine, de transformer nos villes en villes-serres ou en villes-champs pour être au plus près de la production. C'est l'une des idées futuristes qui est développée dans l'exposition Code Alimentation par des auteurs de science-fiction. Vous voyez peut-être l'image bientôt qui va apparaître. C'est aussi un projet bien réel, c'est le projet des Fab City, qui a été initié il y a une dizaine d'années dans le monde des Fab Labs, comme l'explique Neil Gershenfeld, le professeur au MIT qui est initiateur des premiers Fab Labs dans le monde. L'idée de la Fab City, c'est de produire localement ce qui est consommé en se basant sur toutes les technologies des Fab Labs. Au lieu de faire des cités dépendantes de chaînes d'approvisionnement vulnérables au changement économique, il s'agit de créer des cités autonomes. Une idée qui est en développement à Barcelone, mais aussi en France. C'est une idée qui inspire les villes de Paris, de Rennes, mais aussi de Toulouse et de Montpellier. Alors tout cela, est-ce que c'est tout simplement possible? Est-ce véritablement souhaitable aussi? Au-delà des caricatures et du buzz médiatique, est-ce que le local est vraiment synonyme de durable? Manger local est-il bon pour la planète? Et manger bio? Que sait-on aujourd'hui des impacts environnementaux de l'agriculture bio? Peut-on la rendre accessible aussi à ceux qui ne disposent pas d'un fort pouvoir d'achat? Et aussi, le local est-il nécessairement bio? Et à l'inverse, le bio est-il nécessairement local? Et qu'est-ce qu'en pensent les agriculteurs? Alors voilà, pour discuter de tout cela avec vous, nous avons trois invités ce soir. Yuna Chifolo, vous êtes ingénieur agronome et sociologue, directeur de recherche à INRAE Occitanie à Montpellier. Vous êtes spécialiste des circuits courts. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé Les circuits alimentaires entre marché et innovation sociale. Bienvenue au Quai des Savoirs. Vincent Ruquillard, à votre gauche, vous êtes aussi ingénieur agronome, vous êtes économiste, directeur de recherche INRAE, prof à Toulouse School of Economics, et vous êtes spécialiste de l'alimentation durable. Et vous avez été par ailleurs membre du comité scientifique de l'exposition Code Alimentation. Vous êtes donc un peu chez vous ici au Quai des Savoirs. Catherine Dufour, bonsoir. Catherine, vous êtes ingénieure en informatique, chroniqueuse au Monde diplomatique, chargée de cours à Sciences Po Paris. Vous êtes également auteur de science-fiction. Et à ce titre, vous avez contribué à l'écriture du scénario futuriste de l'exposition Code Alimentation. Votre dernier ouvrage, publié en 2019, n'était pas de la SF, mais une biographie d'Ada Lovelace, la première femme programmeuse de l'histoire, un livre intitulé Ada ou la beauté des nombres, et un livre qu'on aime beaucoup au Quai des Savoirs, parce qu'on aime parler de la juste place des femmes dans la recherche scientifique. Alors juste avant de vous donner la parole, et pour lancer notre discussion à laquelle vous allez pouvoir participer également, je voudrais vous montrer et vous faire réagir à une courte séquence rétro-futuriste d'archives télé qui ont été exhumées par nos complices de l'INA à Toulouse. Il s'agit d'un extrait d'un journal télévisé diffusé en mai 68. Mais non, ce ne sont pas des jets de pavés, c'est un reportage dans lequel un certain monsieur Estève nous explique déjà à l'époque ce qu'est l'agriculture biologique. Depuis un demi-siècle, l'agriculture s'est beaucoup industrialisée. Dans le domaine de la culture maraîchère, les jardiniers, voulant obtenir de leurs terres un rendement maximum, ont pratiqué le régime de l'engrais chimique. Pourtant, il existe une autre méthode de culture. C'est un Allemand, Rudolf Steiner, qui l'a préconisé, et bien que ses adeptes soient encore peu nombreux, certains jardiniers l'ont adopté. C'est la culture biologique. Qu'est-ce au juste que cette culture biologique ? Elle n'est pas spécialement spectaculaire, mais ses avantages apparaissent aux consommateurs qui retrouvent le goût des légumes du bon vieux temps. Elle est pratiquée depuis quelques années à Saint-Estève par M. Figuère. Monsieur Figuère, en quoi consiste la culture biologique? La culture biologique consiste à cultiver sans engrais chimiques et sans produits antiparasitaires, sans sulfatage, sans rien. Ben, vous employez tout de même un engrais, je suppose. Oui, je le fabrique moi-même, c'est du compost. C'est de la paille, 2 tiers de paille, 1 tiers de fumier, que je mélange avec des algues marines. Mais il existe d'autres méthodes, mais j'emploie celle-ci parce qu'elle me donne le meilleur résultat. Mais comment faites-vous alors pour lutter contre les insectes? Eh bien, il existe quand même des insecticides végétaux à base d'écorces d'arbres, etc., qui sont par exemple des répulsifs. Et c'est suffisant pour maintenir la plante en bonne santé. Culture biologique, culture chimique, laquelle prévaudra? L'avenir nous le dira sans doute. Mais plus que jamais reste valable la pensée du bonhomme La Fontaine qui enseignait il y a plus de 3 siècles au nom de l'éternel bon sens que mieux qu'un trésor vaut la terre
quand on sait la bien travailler. Merci Monsieur Lafontaine. Yuna Chifolo, qu'est-ce que ça vous évoque cette petite vidéo? Et l'avenir nous le dira, culture biologique, culture chimique. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Merci, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, alors, à la fois c'est intéressant parce qu'on voit que d'un côté on réinvente ce qui finalement fait nos racines, mais en même temps l'époque n'est pas tout à fait la même. Donc attention quand même à l'idée que la bio serait du passé. Non, la bio c'est l'avenir. Vincent ? Bonsoir. Merci d'être si nombreux. Alors c'est quand même ce petit reportage, c'est quand même un précurseur. À l'époque, on avait quand même un peu... on était dans la vague d'intensification très très forte de l'agriculture, l'industrialisation des produits, etc., quoi. Et donc il y a quand même un côté précurseur à cette intervention. Et on va pouvoir discuter si c'est uniquement cela, l'agriculture du futur. Catherine. Oui, c'est quand même rare de voir comme ça un vieux documentaire qui essaye de parler du futur sans être totalement à côté de la plaque. D'habitude, ça parlait des voitures volantes en l'an 2000. Là, pour une fois, on a un documentaire qui pose de vraies questions et je crois que la réponse, elle est venue dans les 40 ans, 50 ans qui ont suivi, et que c'est l'agriculture non bio qui a gagné et c'est pas un bien. Alors Vincent, peut-être pour rentrer maintenant un peu plus dans le sujet, on a deux sujets ce soir, le bio et le local. On va peut-être démarrer par le bio et puis on va parler, puisque bio, c'est pas forcément local. Donc ça, c'est déjà une première question à laquelle peut-être tu peux répondre. Et puis aussi s'interroger finalement sur comment on peut parler de cette agriculture bio. Si on regarde par exemple on a regardé dans les documents de la FAO, cet organisme international qui en fait ne liste pas l'agriculture bio comme de l'agriculture durable. Enfin en tous les cas, dans ce qu'elle définit comme de l'alimentation durable, il n'y a pas l'agriculture bio. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette agriculture bio? Alors, juste avant de répondre directement à cette question, je voulais dire 2-3 mots sur l'évolution de l'agriculture et de l'alimentation au cours des dernières années, parce que je pense que finalement nos systèmes alimentaires ont évolué de façon majeure en 30, 40 ans, 50 ans, avec une industrialisation de la transformation, une intensification très forte, donc l'utilisation de beaucoup d'intrants chimiques pour l'agriculture, une distanciation finalement entre le consommateur et la production. Et ça répondait aussi à une évolution de nos modes de vie, il ne faut pas totalement l'oublier. On est beaucoup plus urbain maintenant qu'il y a 50 ans. L'emploi est de nature différente et les structures des familles aussi sont différentes. Donc il faut avoir en tête qu'il y a des évolutions qui sont liées aussi à nos modes de vie et à certaines demandes que l'on peut avoir. Deuxième petit point rapide, c'est que cette industrialisation, elle a eu certains effets positifs. Il ne faut pas tout mettre jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle a permis quand même d'améliorer de façon forte la qualité sanitaire. Elle a permis d'accroître la variété des produits dont on peut disposer. Et elle a facilité un accès à la nourriture à des prix relativement maîtrisés. Maintenant, elle a beaucoup d'effets négatifs dont on se rend compte de plus en plus. Le petit film juste avant a rappelé qu'il y a des gens qui en avaient déjà conscience il y a une quarantaine d'années. Les effets négatifs, c'est la distanciation finalement. On ne sait plus très bien ce que l'on consomme. L'agriculture intensive a des effets majeurs sur l'environnement par la pollution des eaux, des sols, et par l'utilisation des phytosanitaires, donc des impacts sur la biodiversité, etc. Tout ça, vous le savez sûrement. Donc des impacts sur l'environnement, des impacts sur la santé. Et finalement, on est à la recherche
de solutions pour essayer d'inverser la vapeur, entre guillemets. Et il me semble que l'engouement pour le local et le bio, qui sont deux dimensions qui sont différentes, sont des réponses partielles, mais sont des réponses à cette évolution. Donc pour en venir au bio, le bio à la base, c'est des techniques de production qui sont définies par un cahier des charges et donc qui sont labellisés. Et cahier des charges qui interdit donc l'utilisation d'intrants chimiques, l'utilisation interdit les OGM et l'utilisation de phytosanitaires et favorise le mélange des cultures, etc. C'est ça la définition du bio et c'est labellisé par le label bio qui est un label européen. Alors, ça, c'est une définition un peu technique. Derrière, on peut avoir d'autres dimensions qui sont portées par les gens qui essaient de promouvoir ce type d'agriculture, allant au-delà d'un aspect technique, en essayant d'inclure un aspect social, rémunération des producteurs, etc. Mais ce n'est pas sensu stricto. Pour avoir le label bio, c'est un label technique, qui garantit donc moins d'atteintes sur l'environnement et qui garantit, on pourra revenir dessus, qui ne garantit pas, mais qui peut avoir des effets positifs sur la santé. Si on résume très rapidement, mais je ne vais pas monopoliser la parole, en 2 mots, vous devriez avoir quelque chose sur l'écran. Si on veut généraliser le bio, qui est bien le thème de ce soir, là, donc vous avez un petit graphique en rond avec des critères. Donc la ligne bleue, là, c'est la projection de la FAO avec une agriculture, on va dire, conventionnelle. Et ça, il y a des impacts qui sont mis à un indice 100. Et on compare ces impacts si on généralisait le bio. Alors, il y a une ligne en trait pointillé qui est on fait du bio sans avoir d'autres mesures que le bio. Ce que l'on voit, pour être très rapide, c'est que ça a des effets majeurs sur l'utilisation des pesticides, avec une réduction. Ça a des effets majeurs sur les surplus d'azote, donc moins de pollution des eaux. Ça a des effets sur moins d'utilisation d'énergie, mais il semblerait que ça peut avoir des effets négatifs, donc, qui sont l'utilisation de plus de terre. Ça ne veut pas dire... Enfin, il y a des débats derrière, mais disons que sur les projections, c'est actuellement ce qui est fait. Et des impacts sur le changement climatique qui sont sensiblement identiques. Et donc, si on veut progresser, l'implication de ces projections, c'est de se dire, et notamment par rapport à l'utilisation des terres, on a déjà une utilisation assez importante des terres, si on veut pouvoir nourrir l'humanité et adopter ce mode de production, il faut qu'on modifie notre mode d'alimentation. Et ça, c'est un enjeu majeur. À mon sens, la généralisation du bio implique que nous, consommateurs, on modifie notre alimentation pour aller vers une alimentation moins carnée et plus basée sur les végétaux, pour ces raisons d'utilisation des terres. Comment on explique l'augmentation de l'utilisation des terres? Pourquoi le bio implique... On l'explique. On l'explique par une baisse de rendement dans un certain nombre de cas par rapport à une agriculture dans laquelle on amène des engrais chimiques et de la protection. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de terres à Exactement. cultiver. Il semblerait qu'on ait ça. Il y a un certain nombre de débats autour de ça, sur cette quantification, mais y compris dans des scénarios au niveau français, ce qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est le fait que généraliser le bio va un peu de pair, entre guillemets, avec un changement de nos modes d'alimentation. Ça, je pense que c'est une idée
assez importante. Je ne sais pas si elle est partagée. Yuna, voilà, on va le savoir tout de suite. Alors, juste un point quand même, parce que le bio, c'est devenu un label technique. Mais en fait, au départ, c'est quand même une philosophie, c'est quand même un système de pensée, c'est quand même... Steiner, quand il a fondé le bio, c'était pas remplacer des produits, des engrais chimiques de synthèse par des produits plus biodégradables. Non, non, c'est un nouveau rapport à la nature, c'est un nouveau rapport entre les hommes, c'est un nouveau... et c'est un bio, juste... Enfin, bio et bio, enfin, le bio n'est pas homogène. C'est devenu un label technique, et d'ailleurs maintenant qui est européen, qui est beaucoup plus, le label européen est plus souple que le français, et si on n'est pas vigilant, il sera très très souple. Donc il y a aussi une vigilance à tenir, une vigilance de citoyen. Et puis il y a aussi des gens qui enrichissent. Il y a une marque qui s'appelle Biocohérence, qui est défendue par plutôt les pionniers de la bio, donc par la FNAB et d'autres, qui justement n'oublient pas cette dimension sociale, cette dimension justement plutôt de ferme de taille moyenne, enfin à taille humaine, avec aussi un respect des gens qui y travaillent. Donc voilà, donc il y a eu quand même un appauvrissement. Alors, en même temps, c'est pas grave. Enfin, c'est grave et ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon tirer l'agriculture vers le haut, et c'est tant mieux si le bio devient le nouveau standard. C'est-à-dire le bio européen devienne le nouveau standard pour qu'on se débarrasse d'un certain nombre de mauvaises pratiques qu'on pouvait avoir par ailleurs. Mais il faut aller plus loin, il faut continuer. Il faut aussi essayer justement de voir les différences entre différents bio. On a fait notamment justement nous des papiers sur au moins il y a 4 façons de faire du bio en France, avec de façon caricaturale un peu un bio industriel et puis un bio systémique, un bio où on reconçoit ces systèmes, où on valorise les interactions entre les hommes, les plantes, la nature, pour que les uns les autres se renforcent. Donc voilà, donc il y a vraiment différentes façons de faire du bio. Donc là aussi, ça mérite qu'en tant que consommateur aussi, on soit un peu curieux finalement de quel bio on achète quand on achète du bio. Est-ce que le bio du supermarché c'est le même ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Déjà, il est emballé, plus ou moins. Enfin, déjà, il vient de loin. Déjà, c'est des grandes fermes derrière. Enfin, voilà, donc c'est un peu ces choses-là. Après, je suis complètement d'accord. Il faut changer notre mode d'alimentation, mais parce que effectivement, alors même si justement on voit. Il y a des travaux qui montrent que les bio, quand on est longtemps dans le bio, on peut atteindre des rendements qui sont presque aussi bien que dans le conventionnel, surtout si on utilise des variétés anciennes, si on repense complètement les semences qu'on utilise, si on valorise la biodiversité. Donc il y a beaucoup de travaux agronomiques maintenant qui montrent qu'on peut faire bien. Et qu'en plus, de toute façon, il ne s'agit pas tant de produire plus, parce que déjà on produit beaucoup, on jette. Donc si déjà on récupère tout ce qu'on jette, on a assez pour nourrir tout le monde, même plus qu'on ne l'est. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, il y a des efforts, il y a beaucoup de travaux agronomiques qui montrent qu'on peut aller plus loin. Mais n'empêche que, effectivement, du point de vue de la production des gaz à effet de serre, la viande rouge produite de façon industrielle, donc produit beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc là, effectivement, un changement dans les modes d'alimentation, plus de protéines végétales, plus de légumineuses, ça a du sens du point de vue aussi des impacts qu'on recherche. Et c'est tout à fait cohérent avec justement cette reconnexion à la nature que souhaitaient les pionniers du bio. Juste par rapport à la question des labels que vous avez évoqués, ça signifie qu'il y a une reconnaissance, il y a un label européen, vous avez dit. Est-ce que ça veut dire que dans d'autres pays du monde, il n'y a pas de labellisation bio, ou comment se développe cette agriculture bio? Je sais pas, je pense à l'Afrique, à l'Asie, aux Amériques. Il n'y a pas de label bio, on parle de organic food là-bas. Donc ce n'est pas les mêmes caractéristiques que ce que nous, on reconnaît en Europe? Peut-être Vincent connaît un peu plus ce sujet. Enfin, en tout cas, il n'y a pas les cahiers des charges ne sont pas toujours les mêmes et ne sont pas toujours reconnus par les États. C'est-à-dire qu'on a notamment, justement, par exemple au Brésil, il y a aussi 2 agricultures biologiques. Il y en a une qui est reconnue par l'État, il y en a une autre qui est plutôt portée par des systèmes, qui est d'ailleurs avec des systèmes qui sont reconnus, qui s'appellent les systèmes de garantie participative. Donc c'est des consommateurs avec des producteurs qui vont certifier ensemble une façon de faire du bio qui est plus liée justement à l'agriculture familiale et à des approches plus systémiques de la façon de faire du bio. Donc voilà, il y a en tout cas le cahier des charges sont pas, mais même au-delà de ça, en fait, quand même il y a un même label, européen. Enfin, moi j'ai visité des fermes en Slovaquie bio, il n'y a pas la même interprétation du bio et du texte. Donc c'est pas tant que parce que effectivement mais même en France entre départements, les services vétérinaires par exemple n'ont pas la même façon d'interpréter un certain nombre de textes. Donc c'est là que du coup
on a besoin des organismes de contrôle. Alors soit on fait appel à des organismes de contrôle, vous connaissez EcoCert, des gens comme ça, ou soit un autre système, c'est justement des comités locaux avec des consommateurs et des producteurs qui vont contrôler ensemble et localement qu'on a des bonnes pratiques. Et donc ça, c'est des systèmes qui sont reconnus dans 17 pays du monde, des systèmes de garantie participative qui ne sont pas reconnus en France. Et donc il y a aussi des actions, en France et en Europe, il y a des actions auprès de Bruxelles pour essayer justement de faire changer les choses, pour qu'on puisse se réapproprier le bio, parce que pour essayer d'en être aussi de le piloter localement, justement en ayant la maîtrise de ce qui est fait derrière. Il y a plusieurs bio. Vincent, tu voulais ajouter? Oui, deux, trois compléments. D'abord, il faut avoir en tête que 90% de la consommation de produits bio, estampillés bio en tout cas, c'est Europe, États-Unis. Voilà. Après, de par le monde, il y a aussi beaucoup de systèmes qui sont pas forcément des systèmes de production agricole, qui ne sont pas forcément estampillés bio, mais qui ont un recours très très faible, voire inexistant, aux intrants chimiques, qui donc de fait répondent en bonne partie à l'idée, au cahier des charges bio. Donc, mais ça reste, cette consommation de produits, ça reste le fait des pays riches. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je pense que ça va monter s'il y a généralisation ou accroissement important de la production bio. Actuellement, en Europe, on est de mémoire, tu me corriges, mais on doit être en France, c'est 5% des achats à peu près en valeur qui sont des produits bio, un petit peu moins. Et en termes de surface, c'est, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais je crois qu'en Europe, c'est dans les 6 ou 7% de la surface agricole qui est en bio. Un petit peu plus en France que maintenant, mais 7,5 je crois, ou 8 dans ces eaux-là. Donc ça reste, par rapport au reportage, il y a eu une progression forte, ça reste quand même un créneau qui n'est pas majoritaire, en fait. C'est moins de 10%. Et une question qui va se poser, et sur laquelle il peut y avoir, je pense qu'il y aura des débats importants dans le futur, et ça renvoie un petit peu à une idée que disait Yuna, c'est si ça se généralise, la question va se poser de savoir où est-ce qu'on met le curseur un peu dans le niveau d'exigence, entre guillemets, par rapport à y compris par rapport à l'utilisation des intrants. Il peut y avoir des formes amoindries, on le voit bien avec le développement de ce qu'on appelle l'agroécologie, etc. Et dans l'idée de progresser par rapport à la situation actuelle, on ne peut pas évacuer en disant que c'est une mauvaise solution et qu'il faut il faut aller vers 100% bio pur et dur. Ce n'est pas forcément la meilleure voie à prendre. Donc je pense qu'il y aura des débats sur est-ce qu'il y a de la place pour d'autres labels qui soient mieux que maintenant, mais moins exigeants que le bio, etc. Parce que plus vous mettez des contraintes, plus il peut y avoir des coûts additionnels. Et donc il y a une balance entre l'accessibilité pour tous, etc. Ça, je pense que c'est un débat qui va être très important. De toute façon, il me semble que le bio 100% est impossible. Déjà, c'est pas facile. On ne peut pas être bio 100% si vous faites votre ferme bio et qu'à côté, vous avez 4 voisins qui utilisent des pesticides. De toute façon, il y aura une certaine contamination. Et de même, si après, vous transformez, vous préparez des soupes, vous allez les saler. Et si le sel est prélevé sur un milieu marin qui lui-même est contaminé par, je ne sais pas, du mercure ou du pétrole, je crois qu'il y a de toute façon toujours un pourcentage dans les produits bio qui ne peut pas être bio. Il y a une marge irréductible. Alors justement, Catherine, comme vous avez le micro, pour rester sur le bio, est-ce qu'on a vu que c'était un peu un rêve du futur? Est-ce que dans la littérature de science-fiction, justement, le bio, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon régulière dans les romans, dans les films? Ou est-ce que l'alimentation, finalement, c'est un peu le parent pauvre de l'imaginaire science-fictionnesque? Oui, tout à fait. En fait, notre littérature, elle est directement héritée des chansons de gestes. Et les chansons de gestes, ils ne parlent pas des paysans.
quoi. C'est même l'inverse. Le but, c'est de s'arracher à son village pour trouver une épée, qu'elle soit laser ou pas, et aller pour fendre le dragon, le Dark Vador. Voilà. On ne s'intéresse ni aux gens qui changent les langes des enfants, ni à ceux qui nettoient le sol, ni à ceux qui cultivent les champs. Voilà. On a une littérature élitiste. Et longtemps, tout ce qui a été culture, nourriture, production, transformation, ça a vraiment été pire que le parent pauvre. Moi, je me souviens de La Nuit des Temps de Barjavel, où l'héroïne, qui est une femme magnifique et qui vient de La Nuit des Temps, elle a carrément une mange-machine. Donc elle appuie sur un bouton, sur une machine, et ploup, il y a des pilules qui en sortent. Et on ne sait pas, elles sont créées ex nihilo. Il y avait une BD, Yokozuna, dans les années 70, c'est pareil. Vous arrivez devant une machine, elle vous scanne et elle vous sort des biscottes super équilibrées. Et c'était un grand rêve au moment de la conquête spatiale, ce qu'on appelait ça comme ça. C'est donc on a réussi à envoyer quelques hommes sur la Lune. Et le rêve absolu, c'était de se nourrir de pilules. Voilà. Les moins de 20 ans, voire les moins de 40, je vous parle d'un temps que vous ne pouvez pas connaître, mais il y avait comme ça des produits qu'on pouvait acheter, manger des pilules comme les cosmonautes. Assez rapidement, on s'est rendu compte que tout ce qui était gustatif était tel que c'était, voilà, si vous privez un cosmonaute de nourriture, ayant un goût, si vous ne nourrissez que de pilules, il fait une dépression immédiatement, il ne sert plus à rien, à tel point que dans les doses qu'ils emmènent avec eux, qui sont déshydratés, permettez-moi de vous dire, j'ai goûté, c'est pas bon du tout, ils mettent même des aliments vides de qualité, des sortes de chips, du gras mou, quoi, quelque chose qui fait du bien à l'âme mais non pas au corps. Ils ont des... Voilà. Donc en science-fiction, c'est exactement de toute façon, la science-fiction est le reflet d'une époque. Et ça s'est mis à changer. Alors quand même, il y a un petit temps, parce que vraiment le film qui a parlé de nourriture, c'est Soleil Vert, Soleil Green. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu se bouchent les oreilles. 1, 2, 3. Tout tourne autour du fait qu'on est trop nombreux, il n'y a plus assez à manger. Alors, on tue les vieux pour manger leur corps sous forme de petits gâteaux verts. Voilà. Et c'était vraiment la première œuvre qui abordait ce souci-là. De même que le premier vaisseau spatial qui n'était pas propre, étincelant et rutilant, c'était le premier Star Wars, où les héros se réfugient dans une poubelle. C'était la première fois qu'on voyait dans un vaisseau spatial autre chose que des parois rutilantes et étincelantes. On se souciait enfin des poubelles et du recyclage. Ça a été une grande, grande nouveauté. Et puis maintenant, on voit apparaître ce souci. J'imagine vous avez vu Seul sur Mars, où il y a quand même quelqu'un qui essaye de faire des cultures hydroponiques. Si vous voulez, vous pouvez lire Octavia Butler, La parabole du semeur. Alors là, c'est un post-apo, la littérature post-apocalyptique. Elle ne parle finalement que de ça, c'est de famine. Alors là, on ne peut pas dire qu'elle propose du tout des solutions. Alors je vous renvoie à The Road de Cormac McCarthy. Systématiquement, le post-apo, le The Day After, la civilisation explose et les gens se mettent à crever de faim et ils se replient tous, effectivement. Alors là, sur du bio et du local, mais là, on revient carrément à des temps pré-industriels. Voilà. Et dans Wall-E aussi, on voit ça. Wall-E, c'est quand même le symbole de cette petite plante qui va peut-être enfin pouvoir revivre. Alors que le patron du vaisseau, lui, il se demande s'il y a des arbres à pizza. Et alors, on a aussi pas mal de livres, donc je vous dis, dans la science-fiction récent, qui s'occupent, alors là, de problèmes qui sont peut-être plus vastes, le problème notamment de l'eau potable. Il y a Aquatm de Jean-Marc Ligné, si vous voulez le lire. Il y a pas mal d'ouvrages de science-fiction qui se préoccupent de ces problèmes-là à un niveau politique. Mais tout ce qui est bio et local, s'il y en a parmi vous qui veulent s'y mettre, le bio et le local et la façon dont on se nourrira demain attendent encore leur héros, leur Homère. Alors sinon, la science-fiction imaginait énormément de choses. D'ailleurs, il y en a plein à l'exposition. On s'est mis à 4 auteurs de SF pour la faire. Donc on rêve effectivement de comment faire pour se passer, pour arriver à survivre dans un monde un peu défolié
déforesté et sur lequel on va bientôt être 10 milliards. Donc on imagine qu'on va manger tout ce qu'on peut manger, c'est-à-dire la totalité des insectes. Donc on s'est renseigné sur tout ce qui pouvait être mangeable, les grillons, les vers, les rats, les méduses, les algues. Dieu sait que ça fait pas. Il y a une pub d'ailleurs qui vient juste de sortir où on voit quelqu'un qui commence à faire une soupe de méduses. Moi je dis quand on commence à faire de la pub pour une soupe de méduses, c'est qu'il y a une véritable avancée qui s'est faite dans la tête des gens qui va faire qu'on va être obligé de manger autre chose que des steaks saignants. C'est un bon signe. On a imaginé alors des choses assez délirantes. Moi, j'avais imaginé dans un de mes livres que quand on est pauvre, eh ben, on a une seule solution. Si on veut manger, on est obligé de manger des repas qui passent des pubs. Et donc, en fait, notre estomac crie des pubs pendant une trentaine de minutes et ça permet d'avoir un repas gratuit. Et on a imaginé d'autres façons de se nourrir, par exemple par photosynthèse. Si on se greffait tous des tissus pratiquant la photosynthèse, il faudrait qu'on se promène tous tout nus, mais pourquoi pas avec le réchauffement climatique. Et ça nous permettrait effectivement de se passer de nourriture. Mais ça reste évidemment alors là, un délire science-fictif à très très long terme, et je me demande même si c'est souhaitable. Mais voilà, est-ce que c'est local justement? Donc peut-être si on revient un peu dans le réel, Yuna Chifolo, à propos justement de cette idée du bio et du local. Alors si on revient maintenant sur cette articulation avec le local, est-ce que le bio c'est forcément local? Est-ce que le local c'est forcément bio? Donc ça marche dans les deux sens. Et donc qu'est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce qui fait que aussi aujourd'hui cette consommation locale, elle est emprisée, elle est en valorisée? Non, enfin, en tout cas, effectivement, l'image, elle est souvent que même circuit court égale bio égale local. Donc, en tout cas, on avait fait une grande enquête en 2013 auprès une enquête nationale pour voir justement les points de vue des consommateurs. Et donc, il y avait quand même cette idée pour beaucoup de consommateurs, quand ils consommaient en circuit court, ça veut dire un intermédiaire maximum entre producteur et consommateur. Il y a une définition officielle de l'État. Hein, et puis, ce qui veut donc du coup pas dire qu'on est sur le nombre d'intermédiaires. Le local, c'est une histoire de distance. Alors, local, c'est quoi le local pour vous? Je suis sûre qu'il y aura autant de réponses que de personnes. Bon, quand même, ça commence un peu à se stabiliser. Pour les produits frais, pour les légumes, on se dit que c'est plutôt 30 km. Au sens où on ne ferait pas plus que 30 km, ou par exemple, où les producteurs qui viennent au marché, c'est souvent des gens qui ne vont pas faire plus que 30 km, sinon ça devient moins rentable, en tout cas pour les légumes. Après, par contre, pour la viande, ça change un peu. Ou pour les céréales, pour le pain, ça bouge. Donc voilà, donc on est dans des rayons 30-80 km pour les produits frais. Pour des produits transformés, on va aller jusqu'à l'ex-région. La grande région, c'est trop. Moi, par exemple, qui suis de Montpellier, un produit à Toulouse, c'est pas local pour moi. Donc voilà, je vais m'arrêter un peu. Je vais m'arrêter à l'Aix-Languedoc-Roussillon, vous voyez. Donc, mais voilà, chacun a sa façon. Puis après, le local, pour vous, c'est peut-être le local vous n'êtes pas de Toulouse, vous êtes de la Beauce. Le local, c'est la Beauce. Donc voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Donc ça complique bien l'analyse du phénomène. Après, donc non, le bio n'est pas forcément local, le local n'est pas forcément bio. Par contre, nous, dans les analyses qu'on mène, on voit que le local fait venir le bio, plutôt que l'inverse. Ce qui veut dire que quand vous achetez local, ça veut dire que vous achetez à des gens qui sont près de chez vous, que vous voyez, que vous pouvez revoir. Donc il y a une forme de proximité, non seulement géographique, mais aussi souvent relationnelle. Souvent, en général, on achète local avec moins d'intermédiaires. Et donc, quelque part, ça enclenche un certain nombre de discussions, de questions. Ceux à qui vous achetez donc, sentent une certaine forme aussi c'est-à-dire les producteurs, une forme de pression qui fait que petit à petit, il y a ce qui s'appelle une écologisation des pratiques. Et on observe ça, nous on a observé ça par exemple justement dans l'Aix-Languedoc ou en Bretagne, qui sont des régions plutôt intensives au départ en agriculture, que des agriculteurs qui s'étaient lancés avant dans circuit court et localement, plutôt par opportunisme économique ou par désarroi, parce que aussi par une situation de grande difficulté financière, parce que les circuits courts, c'est pas qu'une histoire de néo-ruraux qui sont devenus amis avec des bobos urbains, c'est aussi parce que des agriculteurs étaient en très grande difficulté économique et que le circuit court, c'était la survie. Et, pardon, ça c'est moi. C'est malin, ça doit être un agriculteur qui... Donc, du coup, se mettre même au circuit court quand on est agriculteur, même pour des questions opportunistes, en fait, ça fait que, et même pour une petite partie de sa production, du coup, on se remet à discuter avec des consommateurs, on se remet à discuter aussi avec des collègues, ce qu'on ne faisait plus forcément,
parce qu'on était tout seul dans sa ferme, et puis les seules personnes qu'on voit, c'est les gens qui nous vendent des engrais. Là, on se remet à rencontrer des agriculteurs sur les marchés, dans les boutiques, dans les magasins de producteurs. Donc, il y a à nouveau de l'échange entre collègues, de conseils techniques. Parce qu'en fait, pour passer au bio en agriculteur, le problème, c'est pas tant que... les problèmes majeurs, c'est s'organiser, l'organisation du travail. C'est intégrer, par exemple, l'observation des animaux et des plantes pour savoir comment il faut agir, réagir dans son temps de travail. Donc il y a des questions comme ça un peu importantes techniquement, sur lesquelles les agriculteurs sont peu ou pas accompagnés parce que le service de conseil il est déficient, parce que les chambres d'agriculture ont moins de moyens pour le faire, parce qu'il faut accompagner plein de gens aussi vers cette transition. Et donc ces réseaux-là d'échanges entre agriculteurs qui se recréent grâce au circuit court dans le local, eh bien c'est justement du conseil technique qui permet une écologisation, qui permet la rencontre entre des gens qui sont un peu plus avancés et d'autres un peu moins vis-à-vis de l'environnement. Et donc, c'est en ce sens que le circuit court et le local, il fait venir le bio. L'inverse, quand vous commencez à acheter bio sans vous poser la question d'origine, donc en final, on peut continuer à être comme ça et à finalement avoir envie d'un bio, quelles que soient finalement aussi les conditions. Donc, on voit moins, en tout cas, et du coup, l'achat du bio qui vient plutôt des consommateurs, il entraîne moins, il embarque moins justement des producteurs dans la transition écologique. D'où l'inverse, d'où ce système un peu vertueux qu'on voit. Et donc, commencer par le circuit court local, ça aussi, ça leur redonne confiance aux agriculteurs, c'est aussi les valoriser, ça redonne de la fierté, ça redonne de la dignité, ça redonne du sens au métier. Et donc, il y a, alors évidemment, pas tout le temps, pas à n'importe quelle condition. Le circuit court, ce qui se passe dans la relation, faut qu'il se passe des choses. C'est pour ça que le circuit court, la livraison d'un panier de produits locaux sur votre paillasson, ou en plus, vous l'avez acheté par Internet, on vous promet des produits locaux, puis s'il y a un astérix qui dit, dans la limite des stocks disponibles, puis vous vous retrouvez avec des haricots verts du Kenya en plein hiver, vous n'avez pas compris, bah oui, mais il n'y en avait plus localement, évidemment, il n'y a pas d'haricots verts localement. Donc là, par contre, ce circuit court-là, il ne transforme rien, et il n'est pas source de transition. Donc là aussi, circuit court et local, il entraîne le bio, pas n'importe lesquels, ceux où il y a justement du dialogue, du respect, de l'interconnaissance, de l'échange d'expériences, de l'échange de conseils techniques. On voit bien les enjeux et les intérêts qui dépassent en fait la question stricte du changement climatique en termes social, de ce que vous avez dit. Si on vient sur la question du changement climatique, justement de l'impact sur l'émission de gaz à effet de serre, par exemple, Vincent, est-ce que le local est plus durable? Alors, donc ce qu'a dit Yuna, je pense que c'est très important, cette idée de créer une dynamique. Et donc, en fait, ce qui est derrière, c'est aussi de réfléchir pourquoi on veut du local. Donc, il y a des bonnes raisons. Et puis, il y en a des moins bonnes qui peuvent être dans nos têtes, mais qui ne sont pas forcément avérées. Donc là, c'est un exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est relié au... Parce que l'idée du local, elle est partie, entre autres, du fait que les transports des aliments ou des produits agricoles s'étaient démultipliés. Et donc, sur l'idée que si on réduisait ces transports, ça aurait un effet sur nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d'énergie. Oui, ça, c'est un graphique des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce graphique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et verticalement, vous avez les aliments. Donc, tout en haut, c'est les produits, c'est la viande et les produits animaux. Et beaucoup plus bas, c'est les produits végétaux, noyer, etc. En fait. Comment ? Il faut planter plein de noyers. Voilà, oui. C'est les en noix plus, pour la nutrition, c'est important. Et si vous regardez le petit bâton rouge, qui est plutôt sur la droite de chaque graphique, c'est la part du transport. Et donc la part du transport dans ces émissions de gaz à effet de serre, c'est de l'ordre de 10%, on va dire. Et pour certains produits, c'est beaucoup moins. D'accord ? Donc finalement, l'enjeu, c'est plus la façon dont on produit et aussi ce qu'on consomme. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au bio. Mais là, sur le local, globalement, sur le changement climatique, l'enjeu, c'est modifier notre diète, notre type d'alimentation pour aller plus vers les noix que vers le beefsteak. Et finalement, le transport, c'est pas grand-chose. Alors, si on retire le transport par avion,
qui lui est très onéreux, émet beaucoup de gaz à effet de serre, etc. Sinon, le transport représente relativement peu. Donc, se dire que le local va solutionner ou va être quelque chose d'important par rapport à cet enjeu, qui est un des enjeux, il y en a d'autres, mais par rapport à l'enjeu du climat, n'est pas avéré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de local, mais ça veut dire que ce n'est pas pour cette raison-là qu'il faut le faire. Il vaut mieux changer son mode d'alimentation, on aura plus d'impact par rapport à ce critère-là. Une deuxième idée qui est quelquefois un peu implicite et qui n'est pas toujours avérée, qui peut l'être, c'est on se dit local, ça va être automatiquement plus rémunérateur pour les producteurs. Ça demande à être vérifié, ça peut l'être par un certain nombre d'initiatives, de circuits courts, de vente directe, etc. Mais il y a d'autres cas où ça n'est pas automatique, où ça ne sera pas automatique, qui est cette meilleure rémunération des producteurs. Donc à chaque fois, je pense que par rapport au local, sur les projets qui se développent, il faut vraiment serrer les bons arguments et se poser les questions par rapport à d'autres critères. Quelquefois, on les a un peu implicitement, mais en fait, ils méritent d'être creusés. Alors justement, pendant que tu as le micro aussi, par rapport à l'économie, il y a aussi cette idée que le local ou le bio, c'est plus cher que ce qu'on va trouver dans la grande distribution, par exemple. Donc ça aussi, est-ce que cette idée, elle est juste et comment elle peut évoluer? Est-ce que c'est possible de rendre l'alimentation locale et bio au même prix, ou en tous les cas aussi abordable pour ceux qui disposent de moins de pouvoir d'achat? Alors, je vais répondre pour le bio parce qu'il y a eu peut-être tu as des références plus sur le local. Sur le bio, il y a eu des analyses qui ont été faites à partir d'observations d'un grand nombre de consommateurs et qui comparaient l'objectif de ce grand panel qui s'appelle Nutrinet, c'est d'essayer de mesurer les impacts santé aussi de notre alimentation. Toujours est-il que derrière, avec le panel qu'ils ont, il y a 200 000 personnes ou quelque chose comme ça, ils ont pu comparer panier bio et le coût de l'alimentation pour ceux qui choisissent fortement du bio versus les consommateurs qui choisissent des produits non bio. Dans l'ensemble, les consommateurs qui s'orientent vers les produits bio, ils dépensent plus que ceux qui s'orientent pas vers les produits bio, mais c'est vrai sur la gamme de produits, c'est-à-dire qu'y compris sur les produits non bio, ce sont des consommateurs plus aisés en général qui vont aller acheter des produits qui sont en moyenne plus chers. Mais l'effet important, c'est qu'il y a une partie, je n'ai plus les chiffres en tête, mais une partie non négligeable du surcoût qui est amoindrie par le fait que les gens qui sont fortement orientés vers le bio ont une diète différente et donc consomment justement moins de produits animaux qui sont plus onéreux à la calorie, et on a besoin de calories pour vivre, pas seulement, mais quand même. Et donc il y a un rééquilibrage. Je dirais que le surcoût, il est moins élevé parce que le choix de la diète est un peu différent, et donc ça permet d'atténuer. Après, au kilo de produits, de fait, il y a des surcoûts qui ne sont pas négligeables. Savoir comment ce sera s'il y avait une plus large part de bio, c'est un peu difficile à savoir, mais de façon générale, quand on met un certain nombre de contraintes, ça augmente les coûts. Voilà. Mais il y a des moyens donc, de pouvoir avoir un budget alimentaire qui n'explose pas, justement en composant des repas qui sont de composition un peu différente. Par rapport au circuit court aussi, oui, peut-être une réponse sur la dimension économique. Alors sur la dimension économique, effectivement, alors déjà pour la rémunération des producteurs, donc on avait fait une enquête, je suis aussi co-animatrice d'un réseau national sur l'alimentation locale, donc, que je co-anime avec le réseau des CIVAM, donc c'est un réseau de recherche-développement, on produit de l'expertise, il y a à peu près tous les organismes qui sont concernés, donc ça nous permet justement d'engranger pas mal de données. On a fait une grande enquête avec 650 exploitations en circuit court, on a vu que en fait, le revenu par heure et par actif, il peut être
aussi bon, voire meilleur en circuit court qu'en circuit long. Donc il n'y a pas de fatalité. Voilà. Par contre, les revenus sont très hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a des grandes variations, notamment, il faut que les gars ils maîtrisent bien l'organisation du travail. C'est en général plusieurs métiers à la fois. Ou alors ils se mettent en collectif. Il y a une corrélation positive entre être en collectif, que ce soit pour la production, la commercialisation ou la vente, et la performance économique. Donc là, on peut donner, nous, un certain nombre de conseils liés à ça. Donc ça, c'est au niveau de la rémunération, sachant que ce que les agriculteurs mettent en avant, c'est pas tant le chiffre d'affaires élevé que l'apport régulier de trésorerie. On avait justement des agriculteurs qui ne gagnaient plus rien parce qu'ils étaient dans des COP qui ne payaient plus. Ils disaient, au moins, justement, en circuit court, je suis sûr que j'ai toujours un peu d'argent qui rentre. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur la dignité et sur la qualité de vie. Donc, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas tirer vers le bas non plus, il ne s'agit pas de survivre, mais il peut y avoir justement des très bons scores. Là aussi, une grande responsabilité de l'État, des collectivités, parce que par exemple, en viande bovine, la performance elle va de 1 à 4 selon s'il y a un abattoir à proximité. Si l'éleveur il doit faire 200 km pour aller tuer ses animaux, revenir, repartir chercher ses animaux, revenir, premièrement, ce n'est pas bon pour la planète au niveau des gaz à effet de serre, deuxièmement, ce n'est pas rentable. Il vaut mieux continuer à avoir un maquignon qui vient chercher les animaux, voire même pas engraisser ces animaux et les faire partir en Italie. Donc, du coup, ça veut dire quoi aussi? Dans 12 départements de France, il n'y a pas d'abattoirs, il n'y en a plus, on les a fermés, les petits abattoirs, les abattoirs locaux, parce qu'on a préféré les abattoirs agro-industriels. Donc, du coup, c'est aussi des choix d'élus, c'est aussi des choix de l'État de laisser faire. En tout cas, de ne rien faire pour que les choses changent. Donc, du coup, la responsabilité, elle n'est pas que liée aux agriculteurs. Maintenant, au niveau des prix, pareil, on a fait un observatoire des prix. En fait, à qualité égale, les produits sont moins chers en saison qu'en circuit court. Sauf que les gens ne comparent pas, en général, on ne compare pas des choses à qualité égale, parce que qualité égale veut dire que quand même, en supermarché, vous n'allez pas vers le bas de gamme, ou vous allez plutôt vers le haut de gamme. Parce que et là, pareil, enfin, il faut comparer des choses comparables. Donc, on comparait justement des tomates plutôt de qualité. Donc, voilà, on a essayé justement de faire un peu cet observatoire-là. Après, si on ne respecte pas la saison, les prix sont plus lissés en supermarché. Tandis qu'en circuit court, il y a quand même des variations. Les primeurs, c'est un peu cher et tout. Donc, il faut faire attention quand même à cette question du prix et savoir ce qu'on regarde. Enfin, c'est qu'il y a quoi derrière le prix? Il y a quelle agriculture? Par exemple, il y a des gens qui me disent c'est incroyable, le haricot vert en circuit court, il est à 7,50 €. Vous ne pouvez pas dire quand même qu'ils abusent. Oui, il est à 1,50 € en supermarché, mais derrière, c'est de l'agriculture mécanisée, alors que c'est récolté à la main, donc de l'emploi. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut comparer tout ça pour savoir un peu ce que ça coûte. En effet, par contre, les gens à petit budget, des fois, aussi, ils ne peuvent pas. Donc là aussi, on travaille justement, on essaie d'introduire des produits locaux dans l'aide alimentaire. Alors, même si on ne soutient pas, on voudrait que l'aide alimentaire elle disparaisse. N'empêche qu'on essaie quand même de mettre justement de l'améliorer pour qu'au moins il y ait plus de diversité. Et puis des initiatives aussi localement qui peuvent aussi, par exemple des paniers solidaires. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'inventent pour que les gens à petit budget aient accès à une alimentation plus diversifiée, en particulier en fruits et légumes. Donc voilà, donc il n'y a pas de fatalité, il y a juste des actions à mener. Très bien. Peut-être avant de vous laisser la parole pour quelques questions, Catherine Dufour, vous avez signé là, ce mois-ci dans le monde diplomatique sous le nom du collectif Zanzibar, une sorte de manifeste pour vous déclarer que nos avenirs nous appartiennent. Donc là, on parle de l'alimentation du futur. Donc comment ce collectif qui regroupe des auteurs de science-fiction, je crois que vous allez pouvoir nous en parler, nous en dire quelques mots, comment vous pouvez vous imaginer, vous emparer de cette question, par exemple, puisque vous dites dans l'article que notamment vous allez mettre à disposition des outils pour tout le monde ici, pour imaginer justement des avenirs peut-être plus positifs ou plus intéressants que ce qu'on nous promet. Alors, ce sont des outils à disposition de l'imaginaire et pas forcément à disposition du bio et du local. En gros, en 2006, avec Alain Damasio, on a décidé qu'on avait fait un recueil de nouvelles utopistes, c'est-à-dire qui se passent bien. On est toujours dessus. Hein. Et, vous cherchez la fin? Voilà, en fait, on a du mal. Vous connaissez Black Mirror? Tout le monde a vu au moins un épisode, voilà. Après Black Mirror, on a tous et toutes envie de mourir. C'est pas tellement une utopie, Black Mirror. Voilà. Donc on a décidé de faire l'inverse. Moi, je participe à des ateliers d'écriture qui s'appellent Bright Mirror. Bref, avec effectivement un groupe de copains auteurs de science-fiction. Il y a Alain Damasio, Norbert Merjanian, il y a l'ICAM, ceux qui ont aidé à faire l'exposition. Il y a Léo Henry, Sabrina Calvo, etc. On s'est rendu compte que notre avenir avait une tête d'accident de voiture. Voilà. Tout ce qu'on nous annonce, c'est mort, famine et catastrophe, cuisson instantanée, enfin bref.
Et on s'est dit que ça n'allait pas du tout, cette espèce de façon de ne pas avoir d'avenir, d'avoir un avenir catastrophique, qu'il fallait désincarcérer le futur. Donc on se réunit et on crée des protocoles. C'est pas écrit, on écrit ensemble, hein, mais surtout on essaye de co-créer des outils de co-création, c'est-à-dire des façons de se mettre ensemble pour écrire en groupe avec des copains, en famille ou à beaucoup plus que ça, des textes utopistes et si possible réalistes. Parce qu'en fait, ça c'est un truc qu'a dit Neil Gaiman. Vous voyez Neil Gaiman, Sandman, Coraline, bref, bon, un auteur de SF britannique. Il a écrit un texte super bien qui s'intitule « Pourquoi est-ce qu'on aura toujours besoin de bibliothèques et de livres ?» et qui est « Regardez autour de vous ». Mais regardez vraiment. Alors, par exemple, vous voyez quoi? Vous voyez un sol, puis vous voyez une chaise, vous voyez une table. Il n'y a pas d'arbre à chaise ni d'arbre à table. Si ça existe, c'est qu'on les a inventés, c'est qu'on les a créés. Et si on les a créés, c'est parce que quelqu'un un jour les a imaginés. Quelqu'un qui était assis par terre sur ses fesses et qui s'est dit, et si je mettais mes fesses sur quelque chose qui serait surélevé de la terre, de la taille de mon tibia, ça serait peut-être plus confortable. Voilà. Donc tout ce qui nous entoure a un jour été imaginé. Donc si on veut avoir un avenir positif, il faut d'abord qu'on l'imagine. Donc on échappe à cette espèce de spirale dépressionnaire qui nous viennent des médias et puis de la réalité pour imaginer tous ensemble un avenir désirable. Et donc entre 2006 et maintenant, avec mon groupe de potes, on a réussi à passer d'une écriture de science-fiction assez déprimante à quelque chose de beaucoup plus positif et activiste. Et on essaye de le transmettre à un maximum de gens, je sais pas, en vous en parlant ce soir, en faisant des ateliers d'écriture, en allant dans les squats à Tarnac, à Nuit debout, dans les classes, dans les librairies, dans les bibliothèques. Voilà, donc on a un site, Zanzibar, hein, si vous voulez venir voir, prendre des protocoles et vous essayez cet exercice de se désincarcérer le futur, en positivant nos imaginaires. Voilà. Merci de la tribune qui m'a été offerte ici pour vous en parler. Merci Catherine. Alors justement, essayons de désincarcérer les questions que vous avez dans le public. Pour revenir sur cette question de manger local et bio, est-ce que vous avez des... Il y a 2 micros qui vont circuler, donc il suffit de juste lever la main pour qu'on vous entende. Voilà, il y a des questions ici. Oui, bonsoir. 2 questions. Une première sur la résilience alimentaire des territoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, la deuxième, je l'ai oubliée. Tant pis. Excusez-moi. Alors, la résilience alimentaire des territoires, ce qui serait bien, c'est aussi qu'on ait une petite définition, enfin qu'on nous explique. Yuna? Très bonne question. C'est justement un sujet qu'on travaille à l'INRA, enfin INRAE, pardon. On a changé de nom, alors maintenant on s'habitue. Et donc avec Anne-Cécile de Bride qui est là et qui travaille avec moi sur ce sujet, avec une association aussi qui s'appelle les Greniers d'Abondance. Donc voilà, la résilience alimentaire, c'est l'idée que justement on rende nos territoires moins dépendants des importations extérieures, en tout cas plus résistants à un certain nombre de chocs qui peuvent être des chocs, non seulement le changement climatique, hein, qui va aussi changer la donne, mais on s'est intéressé, on s'est dit tiens, il peut y avoir aussi des blocages de route, il peut y avoir de la neige, on a eu des ruptures de stock dans les supermarchés, la crise du beurre, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc on s'est dit finalement, d'où vient ce qu'on mange, et essayons là, pareil, de reprendre la main sur ce qu'on mange, connaître les origines, et puis peut-être rééquilibrer. Il ne s'agit pas de manger 100% local et bio, et rééquilibrer nos territoires, nos assiettes. Donc voilà, résilience alimentaire, c'est ça, c'est se préparer à des chocs possibles. Hein, on a vu justement, par exemple en Australie, il y a eu des super inondations, ils se sont dit, tiens, finalement le local, il a pu compenser un déficit du global, enfin des appros plus éloignés. L'idée, c'est surtout résilience, c'est se reposer la question de où on en est du point de vue de la dépendance, et comment on peut s'organiser pour l'être moins. Donc il y a un projet de résolution au Sénat qui a été déposé par 2 sénateurs et Stéphane Linou, connu comme un locavore, qui a essayé justement de proposer des pistes pour reterritorialiser l'alimentation de façon à ce qu'on soit moins dépendant. Enfin, en tout cas, voilà, sans changer, basculer d'un modèle à l'autre, parce qu'on aura toujours besoin aussi d'un appro justement national. Si le local, il est inondé, il faudra aussi qu'on aille chercher plus loin. Mais en tout cas, reprendre la main sur les origines. Vincent, un mot pour compléter. Un mot un petit peu critique. Enfin, la question qui est derrière, c'est le commerce, il s'est quand même développé sur des aspects
d'avoir, historiquement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, même il y a 10-15 000 ans, les hommes ont commercé pour avoir une plus grande diversité, finalement, pour pouvoir avoir accès à des produits qui étaient désirés, qui étaient ailleurs. Mais un deuxième effet du commerce, c'est quand même aussi de lisser les aléas climatiques. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc dans ce côté résilience des territoires, se dire qu'on est plus résilient parce qu'on a réorganisé la production assez localement n'est pas forcément complètement convaincant, dans la mesure où quand il y a un aléa climatique sur une zone, eh ben, on a besoin des petits copains qui sont ailleurs, et donc des réseaux de commerce, etc. Il ne faut pas complètement l'oublier. Oui, moi je voulais apporter un peu d'eau au moulin de Yuna. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les bienfaits des échanges, mais je pense que ce à quoi Yuna fait allusion, c'est un recours à en fait, des exports qui est assez délirant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Eyjafjallajökull, le volcan, qui a cloué les avions au sol pendant, je ne sais plus, une semaine. En Islande. En Islande, voilà. Et du coup, dans toutes les stations-service, vous voyez les sandwichs en triangle absolument infâmes, en plastique. Eh bien, il n'y en avait plus. Parce que non seulement c'est infâme, mais en plus, tous ces sandwichs triangles viennent d'avions de loin. C'est-à-dire, c'est infâme, c'est très cher, et en plus, ça coûte un bras en kérosène. Donc ça, je pense que c'est vraiment le genre de choses. On sent faire un sandwich avec des produits locaux, moi, ça me semble tomber sous le sens, mais ce n'est pas le cas, et ça serait bien que ce soit le cas. Oui, l'enjeu, c'est vraiment la complémentarité. C'est pas du tout repenser tout localement. C'est la coexistence du global, du local. Mais là, pour l'instant, c'est très déséquilibré. On est très dépendant des apports extérieurs et finalement, donc il y a des territoires qui parlent de subsidiarité alimentaire. On relocalise ce qu'on peut. Et puis, par contre, ce qui est notre force, notre richesse, on redécouvre justement notre patrimoine, la biodiversité locale. Mais après, évidemment, on a envie de manger des bananes. Et donc, c'est cette complémentarité qu'il faut quand même réorganiser, parce qu'on n'y est pas, la complémentarité. Donc, s'il y a un choc, on se le prend. Vous aviez une autre question ? Oui, j'avais une petite question. Bonjour. Là, toutes ces considérations sur le bio, sur le local, c'est quand même des considérations qui sont assez occidentales. Elle est quoi vraiment la place de la production agricole dans les pays du tiers-monde, par exemple ? Parce qu'on n'a peut-être pas forcément parlé. Et comment est-ce qu'on peut avoir une influence là-dessus ? J'imagine grâce à des organismes en tant qu'individuel, pas forcément, mais voilà. Quelle est la place de la production agricole bio, notamment dans les pays du tiers-monde ? Je crois qu'à chaque fois qu'on s'empiffre de Nutella, on dévaste des terres qui sont effectivement pas chez nous, mais dans les pays en voie de développement ou sous-développés, quel que soit le nom que vous vouliez leur donner. Enfin, ça a un impact direct. Nous, en tant que riches, on a un impact direct sur la dévastation de ces pays-là. Je ne sais pas si je vais répondre directement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que pour ce qui est du bio, donc nous sommes nous, pays européens et nord-américains, nous sommes les grands consommateurs de bio estampillé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une... Je sais pas les chiffres, je ne peux pas vous les dire, mais il y a une partie importante de production ailleurs qui répond plus ou moins à des critères qu'on pourrait mettre bio sans qu'ils aient la labellisation bio. Vous dire quel est le pourcentage, j'en suis bien incapable. On a aussi, en Afrique, on a aussi le coton OGM bio. C'est aussi ça le bio dans les pays du Sud, justement, où donc on va aussi retrouver de l'intensification et les technologies des pays du Nord au service d'une production bio dont on ne connaît finalement pas bien derrière ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, madame. Oui, bonjour. Donc, en partenariat avec mon collègue qui se souvient de sa question, mais qui m'intéresse également. On voulait savoir si vous connaissiez la sécurité sociale alimentaire qui a été développée par Ingénieurs sans frontières et ce que vous en pensiez.
Oui, alors je connais très bien puisque ça n'a pas été développé tout seul par Ingénieurs sans frontières, puisque ça a été développé aussi par INRAE, toujours nous. Alors, en tout cas, ma collègue Dominique Paturel, qui est une spécialiste donc, de l'approvisionnement, de l'accès à l'alimentation pour tous et qui travaille depuis longtemps sur ces sujets. Donc effectivement, il y a plein de gens derrière. Enfin, il y a aussi sortir du salariat. Enfin, il y a différentes associations qui travaillent ensemble. Donc effectivement, Ingénieurs sans frontières communique beaucoup là-dessus. Mais ce qui est important, c'est justement ce travail partenarial entre la recherche et les associations. On a justement des économistes d'INRAE maintenant qui travaillent là-dessus pour essayer de passer au macro, c'est-à-dire combien ça va coûter, comment on va organiser ça. Donc justement, je vous informe, on va organiser un grand symposium sur la sécurité sociale alimentaire à Montpellier, fin d'année ou début d'année prochaine, on vous tiendra au courant, justement avec tous ces réseaux qui réfléchissent, et puis surtout avec une modélisation économique pour savoir combien ça nous coûte, et puis un certain nombre d'expérimentations territoriales qu'on est en train de lancer avec des partenaires. Je crois qu'il y a une autre question devant. Oui, bonsoir. Merci pour vos exposés. Je m'intéresse aux deux graphiques que vous avez présentés. Le premier diagramme circulaire, là, j'étais assez surpris quand même du faible impact du bio. Mais vous avez fait une remarque sur l'alimentation carnée. Alors là, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez développer l'influence que ça pourrait avoir si on diminuait, je sais pas, on divisait par 10 la consommation de viande sur ce diagramme circulaire? J'avais une deuxième question après. Ensuite, sur le deuxième graphique, j'ai été surpris aussi l'impact positif des noix, donc les châtaignes aussi, je suppose. J'adore ces fruits à coque là. Donc, ça tombe bien. Oui. Ça tombe bien. Je ne sais pas si on peut remettre le graphique vert. Voilà. Celui-ci. Alors, je n'ai pas forcément compris tous les éléments de la question, au sens le faible impact du bio. Donc le bio, c'est le trait en pointillé si on ne changeait pas notre alimentation. Et le trait en orange, ou quelque chose comme ça, je vois mal les couleurs, c'est celui où on aurait tout en bio, mais où on diminuerait significativement nos consommations de viande et où on diminuerait aussi le gaspillage alimentaire. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que l'usage des pesticides et donc les effets délétères liés aux pesticides sont réduits quasiment à néant, puisqu'on est sur le cercle du zéro. Et ce qui est lié à la pollution des eaux par les nitrates, qui est quand même quelque chose d'assez important, est aussi réduit. On arrive même à des surplus d'azote qui deviennent visiblement quasi négatifs. Voilà. Par contre, sur d'autres critères, en termes de consommation d'eau, on n'est pas très très différent, sauf s'il y a un changement de l'alimentation. Et en termes d'utilisation des terres, c'est ce que je disais, ce qui est derrière, c'est la nécessité de modifier notre alimentation en raison d'une perte de rendement sur certaines productions, avec le bémol, je ne sais plus si tu l'as dit là ou pas, il y a un certain nombre de travaux qui tendraient à montrer qu'au bout de suffisamment de temps, on arrive à des rendements en bio qui sont peu différents. Donc là, c'est peut-être exagérément pessimiste pour le bio. Ça reste l'objet de débat. J'ai répondu à la question ou mal? Ou pas? Exactement. On prend en compte une diminution du carnet et le carnet permet de libérer des terres parce que l'utilisation des terres est fortement liée à l'élevage et via la nourriture des animaux, quoi. Et sur le deuxième graphique. Vincent, on pourra mettre ces graphiques sur le site web du Quai des Savoirs si les gens souhaitent les consulter en détail. Sur le deuxième graphique, donc. Oui, pourquoi les arbres à. Pourquoi les nuts? Ouais.
ont un impact positif et pas les pommiers, par exemple? Mais c'est parce qu'on récupère du terrain, non? J'en sais rien, mais sans aller, je sais pas, sans aller dans le grand détail. Voilà, les NUTS couramment remplacent les terres cultivées. Voilà. En fait, il y a une partie dans ces graphiques, là, la première partie qui est en vert, qui est une évaluation de l'impact par l'utilisation des terres. D'accord? C'est un des débats majeurs par rapport à nos types d'alimentation. Et donc, si on veut, par exemple, produire des produits carnés, ça a un effet sur l'utilisation des terres. Ça peut vouloir dire, par exemple, de la déforestation, parce qu'il faut planter du soja pour nourrir, etc. Et donc ça fait partie du bilan carbone de ces produits. Après, au-delà de chaque chiffre, parce qu'il y a évidemment une variabilité, ce qui est frappant, c'est les ordres de grandeur très fortement différents entre la partie haute, qui sont les produits animaux, hein, les 4 ou 5 premiers, et la partie basse, qui sont des produits végétaux. Après, derrière chaque chiffre, on peut mettre plein de débats. Mais le classement, je dirais, les ordres de grandeur sont peu l'objet de polémiques. Allez, on va prendre quelques dernières questions. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur les outils de politique publique au niveau du bio. J'ai travaillé en tant qu'instructeur de dossier bio, donc de la PAC, dans une direction départementale de territoire, et on était un peu abandonné par le ministère de l'Agriculture quant aux aides à traiter. On ne savait pas quel argent donner, ni comment le distribuer, avec des agriculteurs qui n'avaient pas leurs aides sur 3-4 années de retard. C'était un petit peu une situation un peu étrange parce que ça freinait des dossiers, ça freinait des installations. Et est-ce qu'au niveau local, parce que là du coup c'est une politique européenne, est-ce qu'au niveau local il y a d'autres outils comme les PAT qui peuvent favoriser ce genre d'initiative? Parce qu'au niveau national et européen, j'ai l'impression que c'est un peu encore et toujours, parce qu'on est encore sur des dossiers de 2016 bloqués. Je voulais savoir s'il y avait d'autres outils pour aller plus vite, donc administratifs locaux, pour aider des producteurs locaux à circuit court. On prend plusieurs questions ou... Allez-y, peut-être. Ouais, okay. Ça m'a l'air assez technique, donc peut-être une réponse. Oui, alors pourquoi le ministère bloque ça? Par contre, les projets alimentaires territoriaux, l'argent est limité là aussi, hein, parce qu'il y a un soutien de l'État pour certains projets, et encore pas tous, hein, parce qu'il faut être labellisé, il faut souscrire au programme national de l'alimentation. Donc voilà, les financements sont limités, c'est plutôt du financement pour de l'animation, pour la constitution de ce qui s'appelle des conseils de politique alimentaire locaux, tout ça. C'est moins pour l'appui direct. Par contre, certaines collectivités s'appuient justement sur ce PAT pour pouvoir aller plus loin et avoir un certain nombre d'actions pour favoriser la conversion vers le bio. Par exemple, vous avez l'île de Rennes, très active, qui a justement soutenu aussi pour protéger la qualité de l'eau, et donc qui s'engage beaucoup aussi pour des conversions vers le bio, en signant justement des contrats avec des producteurs. Donc on a certaines villes en particulier qui s'engagent beaucoup pour aller au-delà. Mais ce n'est pas tant la subvention qui compte que cet accompagnement technique, j'en parlais, où il y a besoin vraiment aussi de gens sur le terrain, de réseaux d'entraide, pour essayer justement de travailler sur tous les échanges techniques nécessaires à cette conversion vers le bio. Ok, on va prendre peut-être plusieurs questions à la fois, du coup. Je crois que quelqu'un a un micro, là. Non? Oui, là. Allez-y, le temps que le micro, voilà, on vous écoute. Merci. Je me posais une question sur les défis un peu du développement du local pour les grandes zones urbaines. Vous savez que de plus en plus, on est nombreux à habiter en ville, et donc avec des terres agricoles qui sont limitées à proximité, et donc un peu voilà, les défis que ça pose, et comment du coup à l'échelle des collectivités, on peut agir en ce sens. Oui. Vous avez le micro, non? Oui, c'est une remarque dans la foulée de la question précédente, et Vincent me contredira si je me trompe, mais je crois que le budget de la PAC, c'est à peu près 60 milliards d'euros annuels.
le budget donc de la politique agricole européenne, pour une production qui représente environ 400 milliards, la production agricole, ce qui veut dire que le levier financier des aides PAC représente une part importante, très importante de la production, et donc si on réoriente au moins en partie ce budget de la PAC, on peut agir et changer les modèles et les systèmes agricoles. Donc c'est une question politique et qui concerne les citoyens, même si c'est un peu compliqué, techniquement compliqué. C'est un enjeu extrêmement important. Oui, on vous écoute. Bonjour. Donc j'ai une question qui est certainement très naïve, mais je me demandais si ce ne serait pas envisageable d'apporter un peu plus d'arbres fruitiers, notamment dans les villes, enfin de la consommation directement, que les gens pourraient cueillir et consommer gratuitement, librement. C'est un petit peu ça. Merci. Allez, encore une, et puis parce qu'après on va plus se rappeler. Moi, c'est pareil sur les villes. Quelles seraient les productions à relocaliser près des villes en priorité, tant en termes de l'impact que de la facilité de mise en œuvre, justement. Donc, est-ce que les fruits, les légumes Alors, peut-être qu'on peut commencer à répondre sur un peu toutes ces différentes questions sur le territoire, les territoires urbains, justement, et puis la production. Des arbres fruitiers gratuits, comment on peut nourrir de plus en plus de gens qui viennent sur les territoires urbains? Qu'est-ce qu'il faudrait relocaliser en priorité? En fait, ça va bien ensemble. C'est-à-dire le grand défi des zones urbaines, c'est qu'effectivement, on peut... par exemple, moi, j'ai voyagé au Japon. Au Japon, dans les grandes villes, il y a chaque coin de terre, chaque bout de terre, y compris dans la ville, est occupé par... Ils y mettent des légumes, ils y mettent des fruitiers, ils y mettent tout ce qu'ils peuvent, quoi, ou des petits animaux. Et justement, ce qu'on peut mettre dans la ville ou autour des villes, c'est non seulement des légumes, c'est aussi des animaux. À Montpellier, on remet des moutons. Alors c'est plutôt pour faire joli, mais c'est pas obligé de faire que joli. Il y a d'autres villes où c'est un peu plus proactif, où il y a un peu plus de projets, un peu plus d'ambition pour essayer justement de réintégrer un certain nombre. Bon, on peut aussi penser à de l'agriculture urbaine technologique, avec des agricultures sur les toits, avec... Il y a débat. En France, on n'a pas encore des fermes verticales. Il y en a dans d'autres pays. Est-ce qu'on en veut? Est-ce que vous en voulez? C'est un débat. Moi, je ne réponds pas. Nous, on essaie juste d'éclairer votre décision en produisant des résultats sur ce que ça coûte et ce que ça impacte. Mais il y a aussi cette possibilité-là de faire des grandes fermes où on produirait tout dedans. Donc voilà, il y a deux options. Attention quand même, justement, les agriculteurs ont besoin de vous. Donc si aussi... faire des choses, c'est bien, c'est surtout c'est bien pour l'éducation, c'est bien pour la pédagogie, cette agriculture en ville, mais et puis c'est tant mieux, justement, elle a aussi un rôle très important pour les enfants et pour se réapproprier ça, mais attention, les agriculteurs ont besoin de vous, donc il ne faut pas déséquilibrer non plus le tissu agricole qui est déjà fragile. Et puis ça paraît difficile quand même de nourrir des millions d'habitants avec uniquement des fermes sur les toits des immeubles. Moi, là, de façon pas du tout science-fictive, moi, je m'occupe, bref, j'habite dans le 9-3, donc il y a quand même, on va dire, c'est pas le prix au mètre carré que Paris, quoi. Il y a des friches urbaines, et il y en a pas mal qui sont reconverties en jardins partagés, et ça marche même du feu de Dieu. Déjà, c'est tenu par exemple les Roms, et quand ils cultivent, c'est vraiment pour manger, parce que sinon ils crèvent de faim. Et alors, les sols, ils sont pollués. Voilà. Donc, c'est simple. Alors, vous mettez une couche de déchets bruns, des branchages, une couche d'abord du carton, une couche de déchets bruns, une couche de déchets verts. Et hop, recarton, déchets bruns, déchets verts, terreau, et vous plantez. Vous avez des courges, des potimarrons, mais comme ça, quoi. Ça marche super bien, c'est du hors-sol. Après, il faut bien les laver, parce que c'est pareil, on est en environnement urbain hyper pollué, donc vous ne mangez pas la peau, quoi. Vous ne faites pas des pommes et puis vous épluchez, après vous pouvez manger. Il y a certains légumes, alors là je ne pourrais pas vous dire, qui stockent plus ou moins les métaux lourds, et il y a certains légumes qui ont la gentillesse de les stocker dans leur peau, et comme ça vous enlevez la peau. Et voilà. La chose la plus intelligente aussi à faire, c'est toutes les mellifères, parce que les abeilles, c'est important. Et planter des fleurs, des plantes mellifères, c'est quand même une super bonne idée. Mais alors par contre, pour tout ce qui est sortir des plantes pour passer aux animaux, alors là, c'est vrai qu'on peut élever des lapins, mais le citadin a le cœur tendre. À un moment, on va pas le manger. Il y a un lapin, si vous l'élevez pour pas le manger,
Alors du coup, il faut élever des animaux qui produisent alors Des poules. Bah oui, des poules ou des vaches. En ville, c'est hyper dur. La vache, vous allez me dire, la poule, c'est plus facile, pas du tout, hein. Et la poule, ça mange tout, ça ravage tout, et c'est super crade, quoi. Enfin, pardon le vocabulaire, mais dans le cadre d'une ville, voilà, sur le campus, nous, on a une poule, un coq, c'est charmant, mais ça dévore tout, et puis ça a quand même pas mal de maladies. Enfin bon, bref, c'est un piaf, voilà. Et c'est pas facile de retrouver les œufs. Donc c'est quand même des métiers extrêmement techniques. Élever des animaux et les manger, ou manger le fruit, enfin, le produit de ces animaux, c'est voilà, c'est vraiment. Alors, sauf si vraiment vous avez le temps de travailler le jour en ville et puis de vous occuper d'animaux la nuit, mais ça me paraît plus délicat voilà, l'élevage d'animaux urbains. Allez, on prend une dernière série de questions. Donc, 1, 2, 3. Juste, je voulais dire un mot. Pendant ce temps. Sur la PAC, les chiffres, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est un levier majeur. L'autre enjeu qui est derrière, au-delà vers comment on oriente, c'est aussi le débat sur l'équité dans les soutiens et le plafonnement des soutiens à partir de certaines surfaces. Et là-dessus, en général, ce sont plus les États qui bloquent que la Commission, qui est beaucoup plus, qui fait des propositions révolutionnaires, entre guillemets, non, qui fait certaines propositions qui sont souvent retoquées par les États qui gardent une répartition très fortement inégalitaire. Oui, bonsoir. Je suis surprise que nous n'ayons pas plus parlé des légumineuses, qui sont une bonne source de protéines, avec un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je dirais même résilient, si je puis dire, puisqu'on a absorption de l'azote. L'élevage émet beaucoup de protoxyde d'azote, et c'est vrai qu'on ne dit pas assez que c'est beaucoup plus réchauffant que le CO2 et le méthane. Voilà, cette notion, on ne l'a pas tellement abordée. Est-ce que vous pourriez en dire 2 mots? Il faudrait remettre les légumineuses à la mode, je crois. Allez, on prend 2 autres dernières interventions, et puis... voilà, devant. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de ça, mais qu'est-ce que vous pensez de la permaculture? Et puis devant. Alors, on a parlé du bio. Vous avez dit qu'il y avait des bio aussi selon les pays. Et je voulais savoir aujourd'hui, quand on se retrouve devant un rayon de fruits et légumes, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'acheter du bio qui vient, je ne sais pas, d'Espagne ou d'autres pays européens ou d'ailleurs, ou un produit conventionnel français? Voilà, un petit peu. C'est très vaste, mais... Merci. Sur le bio, avant d'oublier... Les légumineuses, la permaculture et le bio. Est-ce qu'il faut mieux acheter du bio d'ailleurs? Sur le bio, en 2 mots, au-delà de label plus exigeant, il y a un label européen. Donc, et on a tendance à se dire que le bio qui est fait ailleurs, il y a plus de fraude. Mais quand vous faites des enquêtes dans les autres pays, ils disent que le bio qui n'est pas fait chez eux, il y a plus de fraude. Voilà. Donc, dans la mesure où il y a un label européen, j'aurais tendance à dire que je croirais plus au label que de prendre un produit conventionnel à la place. Par rapport aux légumineuses, on n'a pas parlé, mais derrière le changement de type d'alimentation, donc une alimentation moins carnée, même si pour le moment on mange trop de protéines par rapport à nos besoins. Mais clairement, il y a un enjeu de substitution des protéines et donc de valorisation des légumineuses. Et sur le fait que le méthane, etc., ait des impacts plus forts par kilo de méthane versus CO2, tous les graphiques qui sont présentés en émissions de gaz à effet de serre, ils prennent en compte des poids différents pour les différents gaz à effet de serre, pour les ramener à une mesure commune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, parce qu'il y a des choses un peu compliquées derrière, mais l'idée est de prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des gaz qui ont un effet de serre plus fort que d'autres. Et donc on ramène. Voilà. Oui, la permaculture, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé parce qu'effectivement, de toute façon, enfin,
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de nouvelles formes d'agriculture qui s'inventent, et la permaculture, enfin, on pourrait aussi parler de la biodynamie, enfin, il y a plein de choses qui... La biodynamie, ça ne s'invente pas, hein, c'est vieux là aussi, mais en tout cas, ça commence à avoir un peu plus de recherche aussi là-dessus, parce que c'était quand même... Enfin, tout le monde rigolait, enfin, on disait qu'on travaillait sur la biodynamie, enfin, même encore à l'INRA, je pense que les gens, certains rigolent. Donc, c'était jamais considéré comme très sérieux. Là, quand même, on commence à montrer en permaculture des choses. Alors, même si la ferme du Bec et Loin, c'est quand même le mythe, quoi. Enfin, c'est non reproductible, quoi. Mais il y a quand même des gens en permaculture qui font des choses intéressantes, qui sont inspirantes, et donc voilà, il commence à avoir un réseau aussi de production de connaissances là-dessus. Permaculture, c'est vraiment cette idée de valoriser au maximum les interactions entre les différentes composantes de la nature, pour voilà, chacun va apporter des ressources à l'autre et éviter des pressions, enfin, ça va diminuer la pression aux maladies. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans cette permaculture. J'ai des collègues qui font des modélisations vraiment d'un système complexe, quoi. C'est vraiment toutes les interactions entre les composantes, et on peut optimiser ça. Et on peut justement, sur des très petites surfaces, produire beaucoup et gagner bien sa vie. Donc il y a des choses. Enfin, mais là, c'est un boulevard qui s'ouvre, parce qu'on a un déficit de recherche énorme, et il faut vraiment travailler là-dessus. Les légumineuses à la mode, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des restaurateurs, il faut travailler avec des... faut les relooker, les légumineuses, parce que ça ne donne pas envie pour l'instant. Enfin, pas très. Mais il y a plein de choses à inventer là aussi, nouveaux produits autour de ça, sans aller vers du techno. Mais il y a plein de choses à inventer autour de ça. Et puis moi, du bio, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un Français que je connais. Plus je le connais, plus je sais comment il est fait, et plus je sais comment il est fait, plus il va être mieux fait. Voilà un peu ma réponse. Merci. Bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous, merci à vous trois pour votre participation. Merci à toutes et à tous ce soir. On vous donne rendez-vous. Merci à toi. Merci, on vous donne rendez-vous donc le 26 février prochain ici même dans cette agora de l'expo Code Alimentation au Quai des Savoirs pour une lecture avec la compagnie Tabula Rasa. Donc là, on va passer du côté du théâtre avec nos amis du théâtre Sorano juste à côté, qui vont nous faire une lecture de différents auteurs des éditions de l'Épure qui sont spécialisés sur les questions de l'alimentation. Ça va s'appeler La cuisine d'un monde qui change, et je crois qu'on parlera aussi légumineuses, permaculture, etc. Voilà, donc on vous donne rendez-vous le 26 février prochain. Merci et bonne soirée à tous.